Allez, c'est parti. C'est le cours de Hogwarts, c'est le cours numéro 2. Hop, cours de Hogwarts, séance pyramidus, calculus, calcul pyramidal, calcul naturel, principe de calcul naturel pour espérer appliquer ça plus tard, pourquoi pas, à deux choses. La gravité, non, trois choses. Ou quatre choses, ou plus que choses que ça en fait. Bon, au moins la gravité, pourquoi pas. 2, le calcul des fréquences de la lumière. 3, l'espace-temps, quantification espace-temps, et après on verra d'autres choses. Pourquoi, alors, là, vous allez dire, pourquoi le rapport entre la fréquence de la lumière, d'un coup, la fréquence de la lumière et la matière? Là, déjà, on pose tout de suite le problème, le schmimblick. Déjà, autant penser tout de suite, c'est des notions de physique. E égale h nu, ça pose un double problème qu'on a, E égale h nu. On a déjà deux équations qui posent problème. Un, c'est E égale h nu, la deuxième, c'est E égale mc2. Et ces deux-là posent problème. On est d'accord, c'est en sciences physiques, on la connaît, c'est pas en mathématiques. Ces deux-là posent problème. Premièrement, parce qu'on a une équivalence de l'énergie avec la fréquence, l'autre, équivalence de l'énergie avec la matière. Avec la masse, bon, la masse. Et le problème, c'est que la masse, ça c'est de la gravité. Ça c'est de la gravité. Alors, Einstein aime bien dire une équivalence de cette théorie de la relativité générale, son plus grand truc, équivalence entre 1, la matière, 2, la géométrie. Sauf que ça, c'est plus important, ça, c'est l'équivalence entre la gravité et 2, l'énergie. Or, vu que la première, là, qui est ici, donne une équivalence entre l'énergie et la fréquence électromagnétique, on peut dire une équivalence entre gravité et électromagnétisme. Et là, ça pose un vrai problème. Parce que quand on étudie un petit peu là, le problème de l'unification des forces de la physique, et donc le problème plus global donc, de la théorie quantique unifiée, gravité quantique, tout ça, on peut se poser déjà le problème de la matière noire qui n'interagit pas électromagnétiquement. Alors là se pose la question, quand il y a face à une telle matière noire qui ne réagit pas électromagnétiquement, est-ce qu'il est possible qu'une masse, que la gravité et la force électromagnétique soient vraiment deux forces indépendantes? Est-ce qu'il est possible d'avoir une masse qui ne réagit pas électromagnétiquement, qui n'est pas de réaction, ou est-ce que la matière est obligée quand même d'avoir, pas obligée, mais disons que ça s'inscrit quand même forcément, à partir du moment où elle a une masse gravitationnelle, une masse donc qui impacte la gravitation, donc la théorie de la relativité, est-ce qu'à partir du moment où ça impacte ça a un impact de l'autre côté en électromagnétique? Donc c'est la question qu'on devra se poser. Et parce que la matière noire, bon, apparemment, bon, on la détecte pas, bon, sauf s'ils ont fait des nouveaux trucs, ils ont vu peut-être des particules weak, des trucs comme ça, des actions, il y a des nouvelles théories qui apparaissent là-dessus, c'est sûr, ça fait des mesures étranges, mais pour l'instant quand même c'est un truc qui semble non résolu. Et quand on parle de matière noire, donc ça veut dire avant tout matière, ça veut pas dire matière, c'est pas le bon terme, ça veut dire matière, on devrait dire matière qui ne réagit pas, inerte électromagnétiquement dans le sens, elle ne réagit pas à nos lois électromagnétiques, en fait la lumière la traverse et ne la montre pas. On peut dire ça comme ça, à peu près. Mais pourtant, cette matière-là, on la détecte, ou on imagine qu'elle existe, pour la gravité. Or, cette double équation, quand même, E égale h nu, équivalence de l'énergie avec la fréquence, du côté E égale mc2, équivalence gravité et électromagnétisme, bon, ça laisse penser, bon, pourquoi pas quel est le vrai lien entre la matière donc, et la fréquence? Et c'est là que j'y viens à la pyramide. Pourquoi une pyramide? À la fois pour, la gravité, 2, la fréquence, pour quantifier cela. Pourquoi donc quantifier la matière et quantifier la fréquence? Justement parce qu'on en aurait besoin. Et parce qu'on ne sait pas forcément faire. Une autre chose qui a été donc vérifiée, qui a été constatée depuis un petit moment, c'est la non-linéarité des masses aux petites échelles. Non-linéarité des masses, des particules aux petites échelles. Donc, on prend un proton plus un proton, quand on le somme leur masse, ça ne fait pas la masse de 2 protons. On peut dire ça comme ça, bon, c'est un peu simplifié, surtout quoi. Alors, pour ça, les scientifiques, les physiciens, c'est pas, pour dire, c'est pas un truc qui est inconnu. Ils savent pourquoi, ils peuvent l'expliquer. Quand on leur dit ce genre de problème, unification, quand on leur dit aux physiciens, il y a une non-linéarité de la masse aux petites échelles, ils sauront donner une explication. Les physiciens, en fait, ils peuvent donner des explications, hein. Ils peuvent en donner, sauf que bon, ces explications, je dis pas qu'elles sont pas bonnes, elles sont bonnes. Mais on peut des fois trouver d'autres explications plus simples, meilleures, pour expliquer les mêmes choses. C'est comme à l'époque à l'époque de Newton, je veux dire, avant Newton, les balistiques, les mecs qui faisaient la balistique, ils n'étaient pas si mauvais que ça, hein, je veux dire, ils pouvaient donner des explications. Il y avait des types qui ont bâti les cathédrales au XIIe siècle, hein, et à partir du moment où il y a des types qui bâtissent des cathédrales au XIIe siècle, alors que Newton n'existe pas, même avant Galilée, hein, c'est qu'ils avaient quand même des notions de gravité, mais ils savaient faire les choses. Hein. Mais sauf qu'ils n'avaient pas la chose la plus efficiente pour le faire.
et les calculs les plus efficients. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça veut dire que des fois, l'explication qui est donnée, c'est une forme d'approximation intéressante, mais je ne crois pas que ce soit la plus simple, en tous les cas, pour expliquer la non-linéarisation de la masse aux petites échelles. Je vais donc essayer de voir s'il n'est pas possible de proposer autre chose. Et donc, c'est pyramide de calculus, donc c'est écrit donc principe naturel de calcul naturel pour les lois de la gravité. Donc aujourd'hui, on va surtout faire des maths. On va instaurer, donc ça c'est le premier cours que j'instaure là, de manière un peu physique au départ. Et là, on va quand même faire des maths. On va repartir sur l'idée. Alors, l'idée, on va faire deux, trois. Je parle un peu vite, excusez-moi. Là, je n'ai pas le même rond là. Je parle un peu vite, mais c'est parce que j'ai plein de choses à dire. J'essaie de te faire rentrer. Alors, on va essayer d'aller vite. J'ai déjà fait ce cours tout à l'heure, j'ai tout enregistré, je vous le dis. Et à la fin, je regarde la vidéo et il n'y avait rien enregistré. Après, je me suis dit, putain, j'ai la flemme. Et là, j'ai retrouvé un petit peu l'envie de le refaire. Et donc, je vais le refaire, mais je vais essayer de le refaire donc en mieux. Et alors, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va dire de quoi on parle. Alors, c'est quoi cette affaire? Pourquoi quantifier? De quoi on parle de quantifier quoi? Parce qu'ils ont déjà tout quantifié. Il suffit de sortir l'ensemble n. On a un truc comme ça, là. N. Le fameux escalier de Stairway to Heaven. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oh ben c'est simple, on a déjà tout là. Là c'est quantifié, c'est parfait. Sauf que cette quantification, déjà, il n'y a pas un double problème. Normalement, c'est une quantification qui est bon, très linéaire, unidimensionnelle, qui est donc. Le double problème qui est posé, je veux dire, c'est. Le premier, on va dire, c'est. Un problème de densité, on est d'accord. Alors souvent, on imagine la physique, alors pour revenir à la physique, on imagine une physique quantique, c'est quantifié, on a les paquets, ça règle les paquets de protons, de neutrons, les paquets de quantas d'énergie, 1, 2, 3, 4. Sauf que c'est pas vraiment comme ça, justement. Quand on regarde aux petites échelles, on peut se dire aux petites échelles, bon, c'est quantifié aussi, il y a la constante de Planck, tout ça. Donc c'est pas, mais sauf que c'est pas vraiment comme ça. Il faut comprendre que souvent on n'explique pas très bien. Il me semble, si je ne me trompe pas, on n'explique pas bien que la science physique, en fait, aux petites échelles, on peut souvent aller, je veux dire, aussi petit qu'on veut, je veux dire. Même s'il y a le principe de détermination de Heisenberg, même s'il est là, ce putain de principe de, excusez-moi pour le terme, cet énorme principe d'incertitude d'Heisenberg, même s'il est là, même s'il y a le H, constante de Planck, on peut aller aussi petit qu'on veut. Quand on prend un delta E, delta T, pardon, c'est delta E pour un delta T, ou une connerie comme ça, je crois que c'est celui-là. Par exemple, je crois que c'est E qui est lié à T, il faut savoir les deux, qui est inférieur à H ou H bar, comme ça. Quand on a un truc comme ça, et il faut comprendre que c'est quand même. Non, c'est pas inférieur, c'est supérieur à H bar. Alors c'est le produit des deux quand même, hein, qui est supérieur à H bar. Alors c'est pas les deux. C'est ça qui est intéressant. Ça déjà tout de suite c'est intéressant. Le delta E pour delta T qui est supérieur ou. Bon, corrigez si je fais des erreurs, je suis pas non plus complètement physicien moi à la base. Et donc. Déjà, on peut se dire, ouais, c'est bon, interprétation d'Heisenberg, c'est plus petit, c'est plus grand qu'un quanta de trucs, là. Ça, on va dire que c'est une petite valeur, mais ça reste une brique, on va dire que ça, c'est une brique, comme ça. Donc, ça reste le produit qui reste, hein. C'est le produit des deux qui est plus grand que la brique. C'est pas les deux. Alors, imaginons celui-là, celui-là, c'est l'epsilon, et celui-là, c'est un H bar sur l'epsilon. Et là, tout de suite, ça change l'histoire. Parce que là, l'epsilon, on aime bien l'epsilon. Ça peut être petit. Epsilon de temps, c'est drôle. Epsilon 2. Alors là arrive l'autre qui dit ouais mais non mais la mesure, t'es d'accord que bon le delta T aussi on peut pas le mesurer plus petit que le H bar, il me semble. Ah c'est possible aussi, je sais pas. C'est là que ça se complique. C'est là que pour moi c'est pas complètement clair. Alors savoir si c'est dense ou pas, continu ou pas, si c'est des. Et pareil pour l'espace-temps, dans le sens l'espace-temps. Est-ce que l'espace-temps est une forme de granularité ou de continuité? C'est pas des choses qui sont complètement résolues, dans le sens, on peut l'imaginer, les deux cas possibles, mais ça reste vraiment à étudier. Et surtout les directions de l'espace-temps, tous les angles possibles. Est-ce qu'il y a tous les angles possibles ou pas? Est-ce que c'est un quadrillage où tous les angles sont possibles ou pas? Ou est-ce que c'est pas vraiment un quadrillage? Et donc le quadrillage classique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est donc le quadrillage avec un point ici, un point là, un point là, un point là. Vous savez, le quadrillage 0, abscisse ordonnée. Est-ce que c'est celui-là qu'on va faire? Là, c'est celui-là qu'on va utiliser pour les pyramides, mais sauf qu'il va être utilisé pour faire d'autres calculs, pour mettre justement de la densité partout. Ce qu'on entend en densité en mathématiques, c'est les physiciens qui suivent, bon, pas matheux. Densité, ça veut dire que, quel que soit le voisinage du point, quel que soit le epsilon,
Quand vous prenez un point, vous prenez un epsilon aussi petit que vous voulez, avec une boule ouverte. Vous fermez même la boule si vous voulez, un voisinage quoi. Epsilon aussi petit que vous voulez, vous aurez toujours un point. Autre que celui qui est choisi. Il y aura toujours un autre, il y aura toujours un point. Densité, vous aurez aussi petit que vous voulez, vous en trouverez un. Densité, c'est ça. Et donc, est-ce que c'est ça qu'on cherche ou pas? C'est la question. En tous les cas, ce truc-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a du mal à faire ça. Après, on peut dire, si, mais Q, il y arrive bien. Q qui est égal à P sur Q. Il y arrive, Q. Bien sûr que Q, il y arrive. Il y a P sur Q, oui, bien entendu. J'admets. Là, j'admets. Là, je vais pas nier. Là, j'admets, oui. Et donc, c'est là qu'arrive le deuxième problème. J'ai ce truc-là pas d'un premier problème. Donc, et le deuxième problème, c'est ce que j'avais quand même dit en premier, et que je dis là, ce que si j'énumère en second, c'est le problème de linéarité. C'est quand même vachement bien linéaire, cette merde. C'est vachement linéaire. Ce truc-là est très linéaire. Et nous, justement, on cherche un truc qui est en gros une sorte de marche, dire un escalier où les premières marches, elles sont un peu pétées, quoi. T'as du mal à les monter. Et c'est là que donc je vais faire une pyramide. Donc qui sera donc qui seront donc inspirés sur ce Stairway to de ce Stairway to Heaven simple. Sauf que cette pyramide là, ce sera plutôt une pyramide à degrés, on va dire un truc aztèque, un truc bien, à l'ancienne, une vraie pyramide à degrés, mais avec plein de dimensionnements qui ira dans tous les sens, afin de résoudre ce problème là. Donc on va le faire tout de suite. Le truc on va le mettre là, on ne tourne pas parce que c'est intéressant. Donc on le laisse par terre. Alors ce qu'on va faire, c'est premièrement qu'est-ce qu'une pyramide? Bon, on l'a expliqué ça au cours d'avant. Hein. Il y a un cours sur les tempéraments, et après il y a un cours 1 de maths. J'ai exposé ça grosso modo, mais on va partir sur l'idée qu'en fait, on se base sur, on va s'en sortir un ensemble de P de nombres qu'on va appeler, ces nombres, on va les appeler par exemple premiers. On va d'abord considérer un nombre fini de nombres. On va considérer un ensemble, si on va dire c'est une famille, on va dire c'est des pays qui appartiennent on va dire ces pays ils appartiennent à N, par exemple, avec I, I appartient aussi à N, I inférieur à N. Avec N, on fixe un N, soit N appartient à N, soit P, l'ensemble des pays appartiennent à I inférieur à N, avec PI, PI c'est donc une famille qu'on choisit, genre. On définit Pi, mais on définit aussi tous les pays. On choisit N nombre de N. On a choisi N, on les appelait pays. P1, P2, P3, P4, Pn. C'est des nombres, on les choisit. On peut les choisir supérieur à 1 si on veut. Supérieur à 1. On va les prendre supérieur à 1. Parce que 1. On va les prendre supérieur à 1, on va dire 2, 3, 4. Ça peut être 4, ça peut être 8. Alors, si on prend ce genre de famille, la question qu'on se pose, alors c'est savoir, je l'ai exposé avant, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est libre? Qu'est-ce qu'on entend par là, lié et libre? Alors, on va repartir de la définition que l'on a que l'on sort de l'algèbre linéaire de l'espace vectoriel. Donc, on va dire une famille, un espace vectoriel. Imaginons j'ai une famille E, l'ensemble des EI, pas E, on va dire B. B est l'ensemble des BI, qui appartient à E. E, c'est l'espace vectoriel, avec I inférieur à N aussi. Si on se passe sur une base B comme ça, on prend une base B, et ce qu'on va faire, on se pose la question, est-ce qu'elle est... Bon, là, je dis base, genre une famille justement, pas une base. On prend une famille B, B appartient à I inférieur à N. On se demande si elle est libre, cette famille. On va se poser la question comme ça, la linéaire somme des lambda I BI égale 0. Ça implique pour tout i, lambda I égale 0. I égale à 1. Ça c'est... Si à chaque fois que cette somme égale 0, ça implique lambda pour tout i, lambda I égale 0, alors on va dire dans ce cas-là, on aura une famille qui est quoi? Qui est libre. Et donc la liée c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il existe un lambda I. Alors imaginons qu'il existe un lambda I, il existe au moins un lambda I tel que non nul, tel que imaginons qu'il en existe un seul, dans ce cas-là on aurait lambda J, on va l'appeler, lambda JBJ égale 0, il y en a un seul, il est non nul là. Si lambda J est non nul, c'est-à-dire BJ est nul. BJ n'est pas nul, hein. Bon, on a choisi une famille, mais on va dire qu'ils sont non nuls. Hein. Ici ils sont non nuls. On voit pas des trucs nuls.
Bon, là, ils sont non nuls. Lambda J est non nul, BJ est non nul, c'est égal à 0. Lambda J, c'est ça du cours des scalaires, les lambda I, là. Ils appartiennent à K. Ils appartiennent au cours des scalaires. Donc, à partir du moment où ça appartient au cours des scalaires, tout ça, bon, ça suit quand même des propriétés algébriques d'espace vectoriel qui fait que si c'est 0, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit nul quand même. Hein. Et là, il n'y en a aucun des deux, donc ça, il n'y en a pas. Donc, on va dire déjà, ce coup-là, ça ne marchera pas. On va dire qu'il y en a au moins deux. Imaginons qu'il y a les deux alors. Au moins deux. On va dire, il y en a K. On va dire qu'il y en a. Pas K, j'ai déjà sorti K. K, mais c'est pas le même K. On va dire qu'il y en a K. Il y en a K qui sont K non nuls. Il y a K, I, K indice non nul. Donc on va dire somme des J, c'est égal 1 à K. Des lambda. On les réindice ici, on va dire qu'on a mis. On choisit les K qui sont non nuls, on les prend ici. Et on refait des indices. Des J, BJ égale 0. Ils sont tous non nuls. Ce coup-ci, les lambda J sont tous non nuls. Ce coup-ci, on pourra sortir alors un truc style B1 par exemple, c'est valable pour n'importe lequel, et qui est égal à somme des J égale 2, de K, de lambda J, BJ, un B-, et on fait sur lambda 1. Lambda 1 est non nul, donc on peut diviser. On fera ça comme ça. Et donc, ça signifie, ça c'est une famille liée. Ça c'est lié, ça c'est lié, ouais, ça c'est lié. Qu'est-ce que ça rappelle? Là je rappelle des bases, mais c'est bien pour bien comprendre. Quand on rappelle lié, ça signifie bien qu'il y en a une base, un qui est combinaison linéaire des autres, hein, ça ne signifie pas autre chose. C'est pour ça qu'on dit lié. Donc il y en a un qui est combinaison linéaire des autres. Alors, pour l'appliquer à notre famille de nombres premiers, ce qu'il faut penser, c'est vraiment revenir à notre décomposition des facteurs premiers, ce qu'on en pense toujours. Quand on fait une décomposition des facteurs premiers, toujours. Quand un nombre qui arrive, il est premier. S'il est premier, on est dans ce cas-là, celui qui arrive, celui d'après, quand on compte nos nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive à 8, on arrive à 11. Si c'est 11, on va dire c'est libre, c'est comme ça. Hein. Pas combinaison. Si par contre ça arrive à 12, 12 il est comme ça. Il est combinaison. Dans le sens où c'est pareil, mais ça avec des produits. Donc on va le faire tout de suite. On va faire la même truc, mais avec des produits. Pour introduire notre pyramide. Alors, on va mettre ça là. Hop. Alors, la même truc avec des produits, comment on fait? Bon, on passe à l'exp. Donc, imaginons qu'on ait exp de somme des lambda IBI de 1, I égale 1 à n, qui est donc égal à exponentielle 0, donc qui est égal à 1. On est d'accord, ça nous fait quoi? Ça nous fait un produit de I égale 1 à n, de exponentielle BI puissance lambda I qui est égal à 1. Le produit de l'exponentielle BI puissance lambda I qui est égal à 1. Donc il faut penser que alors le exponentielle BI, on peut dire exponentielle BI, on va dire c'est un PI. Exponentielle I égale 1 à n. Excusez-moi, je me tiens, j'ai pas le droit, c'est vrai. C'est l'aide PI puissance lambda I. Donc qui est égal à 1. Produit de 1 à n de PI puissance lambda I qui est égal à 1. Ça, c'est, si on imagine les P premiers de la forme de façon exponentielle BI, PI premier, on imagine des compositions en facteurs premiers. Là, on voit le truc, là, tout de suite. Et donc, ça, c'est... bon, soit ça implique, ou soit ça n'implique pas. Soit ça implique que pour tout i, lambda I égale 0, soit ça implique l'inverse. Et alors, l'inverse, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit là. C'est qu'il y en aura un qui sera soit c'est... soit, donc ça c'est vraiment la décomposition de Gauss. Là, je ne vais pas vous faire plus de détails parce qu'on a plein de choses à faire. Et donc après, alors, ce que l'on veut, ça c'est un rôle et la définition qu'on regardera pour la définition libre et liée. Après, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est en dimension 2, pour voir clairement, et en dimension 2, je vais le faire tout de suite. Comme ça, on peut le faire là, tout de suite, là, quand même, ça c'est bien. Bon, on va faire ce truc-là, quand même, vous comprenez. Imaginons qu'on se retrouve avec le P1, qui est donc égal à somme des... P1, non, qui est égal à exponentielle B1, on va faire toutes les étapes, qui est donc égal exponentielle de moins somme de lambda J
sur lambda 1, BJ. Ça c'est J égale 1 à K. Avec le sous-ensemble K où ils sont tous non nuls. P1 qui est égal à exponentielle, donc qui est égal à exponentielle, donc qui est égal au produit de J égale 1 à K, exponentielle moins lambda, donc de 1 sur exponentielle de J. On est d'accord là-dessus. Ouais. Faut pas se tromper là-dessus. Hein. Ouais, c'est bien. Puissance lambda J sur lambda. On est d'accord. Donc c'est donc égal au produit J égale 1 à K de 1 sur P de PJ puissance lambda J sur lambda. Bon, vous allez me dire, ouais, bon d'accord, là tu fais des décompositions facteur premier, mais il y a des trucs rationnels, des trucs, c'est pas bon. Ok, mais bon, on peut le faire différemment. On peut dire quand même P1 puissance lambda 1. On peut le faire simplement. Égal à produit de J égale 1 à K de PJ. J'aurais pu le laisser en rond tout de suite. Hein. Puissance moins lambda J. Comprenez que ça c'est quand même pas possible selon Gauss. Imaginons que ça c'est un nombre premier, ça c'est un nombre premier, bon. P1 puissance lambda 1, c'est ça la composition en facteur premier à celui-là. Dans les nombres entiers naturels, je veux dire. Si ça c'est un nombre premier, P1 puissance lambda 1, bon, le seul premier qui peut diviser ce nombre, c'est P1. De l'autre côté, on a un produit de trucs, là c'est bon, c'est le nombre premier, c'est inférieur à 1, bon. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs, mais en gros c'est l'idée. Si il y a des erreurs, vous les corrigez, mais en gros c'est l'idée à faire. En gros ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher comme ça en tous les cas. Pas si c'est le nombre premier. De toute façon la définition des nombres premiers c'est ça. C'est que c'est une base libre, d'accord. Alors, donc si elle est libre, elle ne peut pas être libre. Elle choisit ainsi qu'on les gère. Alors, une fois qu'on en est là, on passe après dimension 2, dimension 3. Bon, on va faire la dimension 2. Dimension 2. On va étudier dimension 1, le classique 2, 4, 8, 3, 9, 6, 12. Bon, on fait un truc comme ça. Alors ce qu'on peut se demander, c'est plusieurs choses déjà. Alors la condition pour qu'il y ait les deux qui soient... Pour que ce soit lié ou libre, là il y a deux bases. Bon, là, imaginons, il faudrait que 2 puissance x est égal à 3 puissance y. C'est ça, hein. Si 2 puissance x égale 3 puissance y, c'est lié avec xy qui appartient à z. Bon, on sait déjà qu'on va pas y arriver, je trouve ça. Sauf si on prend 0. Si on prend 0, c'est 1. Et on a dit non nul. Genre xy appartient à z, non nul. Dans ce cas-là, on aura déjà plus de mal. Là c'est 1 sur 2. Donc c'est là qu'il est le 2 puissance moins 1. Et là, 2 puissance moins 2. Si vous voulez chercher les z, ils sont ici ou là ou là. Ça c'est les positifs. Alors on fait comme ça. Alors ça c'est pour 2, 3. Alors c'est quoi qu'on fait avec 2, 3? Donc c'est juste l'ensemble des deux puissances. On va regarder les x et y. 2 puissance, ou si on met ij, 2 puissance i, 3 puissance j. C'est l'ensemble de 2 puissance i, 3 puissance j, ij, appartenant à z. C'est ça là qu'on définit avec cette pyramide. Si c'est pas autre chose que ça. 2 puissance i, 3 puissance j, ij appartenant à z. Alors là c'est le 0, là, il est là. C'est le 0. Là c'est le 1 pour le 2, et on fait un des ordonnées là. Là c'est le 1 des abscisses. Et on a là alors, c'est vraiment un espace vectoriel qu'on a ici, qui va générer, sauf que dans cet espace vectoriel, on prendra que les valeurs quantiques, donc que les valeurs appartenant à z dans l'espace vectoriel. Et on va générer l'ensemble des trucs comme ça. Et alors, 2 puissance i, 3 puissance j, ij appartenant à z. Alors, après, on peut se poser une question. L'ensemble des 2 puissance i, 3 puissance j, ij appartenant à z. Imaginons que ce n'est pas ij appartenant à z, mais ij, donc appartenant à k, le corps des scalaires. On va dire r dans ce cas, parce qu'on est quand même dans l'ensemble des réels. Donc, imaginons que c'est 2 puissance i, 3 puissance j, donc pour le cas romain de l'espace vectoriel, avec ij qui appartient à r. ij appartient à R et
IJ appartient à R. Donc c'est R2 l'espace vectoriel et 2I puissance 3J, c'est pas les vectoriels, c'est pas le même. Là c'est l'ensemble d'une famille de points. Et donc l'ensemble des deux I, 3I avec IJ, donc qui appartient à R, ou sinon on peut dire IJ appartient à R2 si on préfère. Si on va faire, imaginez ce qu'on veut faire, là on a l'espace vectoriel R2. Ça c'est plus simple à comprendre. IJ appartient à R2. Mais ce que-ci c'est R. Alors qu'est-ce que ça signifie là? La différence c'est que là c'est quantique. Là on a tous les trucs, on a tous les. Là c'est pas quantique, genre là c'est continu, voilà. Là c'est continu, donc là on peut aller aussi petit qu'on veut. Et encore, imaginons qu'on comprenne ces valeurs-là. Alors là on peut se poser la question, constante, imaginons que 2i puissance i, on va chercher x et y tel que 2x, 3y égale lambda, une constante. On fixe ça d'abord à l'avance. On fixe sa constante à l'avance, on va dire la constante lambda. Alors on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer à quoi ressemble cette constante, à quoi ressemble plutôt l'espace solution. Donc on passe à OLN, on obtient x ln de 2, plus y ln de 3, égale ln de lambda. On est d'accord? Et là, tout de suite, on a l'équation d'une droite, et donc y, on va la mettre en forme d'équation de droite, y égale moins ln de 2 sur ln de 3 x moins une constante bêta, on va dire. Ça sera l'équation de la droite. Et l'équation, donc on verra, c'est un ensemble comme ça, c'est l'espace solution qui est en contraste comme ça, l'ensemble des deux x 3 fois y qui est égal à la constante. Ce qui signifie donc que sur cette droite là qui est tracée, on va le démontrer simplement, sur cette droite qui est tracée, tous les points, ils ont la même valeur quand on prend 2 puissance x, 3 puissance y, avec x et y qui sont des ordonnées des abscisses. Ça, c'est un point important. Là, j'ai aussi une forme d'affine, parce que les zéros, on l'a mis ici, par rapport au point qui est là. Pourquoi je mets les zéros ici afin de compter les briques. Mais affinement, pas affinement, ça ne change pas grand-chose au problème. Ça reste une droite qui a la même valeur pour les points. C'est une question de décalage. Donc, cette droite-là, c'est une droite qui est d'ailleurs dans la pente, vous voyez, c'est moins ln de 2 sur ln de 3 la pente, c'est-à-dire que la pente, elle dépend que des bases, c'est-à-dire que qu'on fasse monter ou descendre, elles sont forcément parallèles elles-mêmes, parce qu'elles sont toujours la même pente, qui donnera la même valeur. Donc, ici, la seule chose qui change, c'est la constante. Et cette pente, donc, qui est définie par 2 et 3, donc par les bases, et c'est une pente de droite, et comment dire, qu'est-ce que j'ai en tête enfin, ouais, c'est une pente en 2 dimensions, c'est une pente, c'est une droite, l'espace solution. En dimension 3, l'espace solution, ça sera un plan. En dimension 4, l'espace solution, ça sera un hyperplan. Et après, à chaque fois, ça sera un hyperplan, l'espace solution. L'espace solution qui donne donc l'espace solution de la valeur qui fait que tous les points de la droite ont la même valeur. Or, on est d'accord que si c'est 2x et 3y, par contre, quand on repart là-dessus, ij appartenant à z et puis à r, on est d'accord que cette droite-là, quand c'est ij appartenant à z, elle n'a peut-être pas énormément de points dessus. Peut-être qu'elle en a 1, peut-être qu'elle en a 2, peut-être qu'elle en a l'infinité. Et on se pose la question, peut-être qu'elle en a 0. En fait, il faut comprendre que quand c'est 2 et 3, parce que c'est libre, justement parce que c'est pas lié, ça ne peut pas passer sur 2 points à la fois. C'est soit 1, soit 0. Soit ça passe sur 1 point, soit 0, mais pas les deux à la fois. Et ça peut très bien passer sur 0 d'ailleurs. Ça peut passer par aucun point. Et si ça passe sur 1 point, vu que c'est libre, ça ne peut pas passer par 2 à la fois. Tout simplement parce que si ça passait par 2 points, on va le faire là, ici, là. Si ça passait par 2 points, comme ça, là il y aurait P, là il y aurait Q. Ces 2 points, c'est du quadrillage. Donc ça serait du rationnel. Là, ça serait un entier. Là, ça serait un entier. Ça serait un truc comme ça. Ça serait du quadrillage. Ça serait rationnel. La pente, donc, la pente de la droite, elle serait rationnelle si ça passait par 2 points à la fois. On part ce point-là, on part ce point-là. Elle serait rationnelle, la pente, on est d'accord. Donc, on aurait une pente rationnelle pour moins ln de 2 sur ln de 3. Or, je vais vous démontrer tout de suite rapidement pourquoi ça ne peut pas être rationnel. Quelle que soit la famille... on va le faire en dimension 2 ou peut-être en dimension 1 quelqu'un. On va faire comme ça. On va le faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout de suite, déjà en dimension 2, c'est simple. Pourquoi ça ne peut pas être rationnel? Alors, imaginons une base B1, base B1, B2, dimension 2, B1, B2.
on va dire B1, B2, on va dire c'est une base libre. Et on va regarder l'ensemble des x tels que B1 puissance x, point B2 point puissance y est égal à la constante, on va dire ça. Et d'accord, hein. Et donc, c'est ce qui se donne la droite. Il faut comprendre que la droite, vu qu'elle a 2 points, il y a un point ici, un point là. Et on peut considérer qu'au tôt ou tard, si on déplace la fine, comme ça, on pourra le mettre comme ça, le mettre comme ça. On pourra considérer, quitte à déplacer, imaginons, même si on ne déplace pas, imaginons, il y en a un là, on pourra avoir un truc style B1. Là c'était, on va faire le truc comme ça. Là. On avait un P ici, on avait un Q. On va imaginer que ça sort dans un truc plus grand comme ça. Et d'accord, là c'est le P et le Q, là où ça passe. Là, hop. Et on a notre point, donc c'est ici, là. Ça c'est la base 1. En haut là c'est B1, et on va dire là c'est B2. On va faire un truc comme ça. B1 ici et B2 là. Donc on va dire qu'on aura là, là on va dire on aura R, hein, et là on aura T. Excusez-moi, parce que moi on pourrait le faire sans rajouter toutes ces conneries. Mais bon, comme ça on voit c'est plus rigolo. B1 puissance T plus P. B1 puissance T plus P, point B2. Puissance P ou R. Qui est égal donc à B2 puissance R plus Q moins B1 puissance T. D'accord. Bon, c'est là que je vais enlever les trucs à la con, là, le T on vient le T, le R le vient. Il reste donc B1 puissance Q, B1 puissance P qui est égal à B2 puissance Q. On revient au cas là que je disais, je simplifie. B1 puissance P est égal à B2 puissance Q. Et la pente, on a dit c'était quoi? Ln2. Donc on passe au Ln tout de suite là. P ln de B1 qui est égal à Q ln de B2. Ce qui signifie donc que P sur Q est égal à moins ln de B2 sur ln de B1. Et d'accord. Ça c'est la première chose. Donc notre pente est rationnelle. Hein. On a dit P, Q. Bon. Et c'était pas tellement ce qu'on cherchait alors, c'était pas vraiment ça. Alors pourquoi on peut pas avoir. C'était quoi déjà? Connaissance et faire comment alors? Excusez-moi, j'ai un peu divagué. Ce qu'on cherche à faire, ah oui, il faut utiliser la propriété que la base B1, B2, on a dit qu'elle était libre. Ça, voilà, il n'y a même pas besoin de passer. Ça, c'est une liaison. À partir du moment où on a B1 puissance P qui est égal à B2 puissance Q, c'est une liaison. Bon, à partir du moment où on a 2 points, c'est une liaison. Même pas besoin de faire tout ça. C'était juste pour rappeler que P sur Q était la pointe. Ça, c'est une liaison. Si c'est une liaison, c'est pas lié. Donc, ça ne peut pas arriver. Donc, il peut pas arriver, donc ça ne peut pas passer par 2 points. Donc, ça passera qu'à par. Si c'est une liaison, si c'est libre, ça passera que par un point. Si c'est une liaison par 2. Si c'est libre, ça passe que par un point. Et alors, si c'est libre, c'est PQ. Il n'y a pas de PQ. Donc, moi, ln de B2 sur ln de B1 n'est pas rationnel. Et oui, parce que ça peut faire dans les deux sens. Vous pouvez vérifier. Donc, dans ce cas-là, c'est pas rationnel. Dans ce cas, c'est irrationnel. Moins ln de B2 sur ln de B. Et en dimension supérieure, ce sera pareil. On fera peut-être le prochain coup, pas aujourd'hui, je crois pas. Parce que. Faut faire des trucs pareils, mais c'est un peu chiant quand même. Et par contre, c'est pas plus compliqué. C'est plus cher à écrire. Alors, quand on va faire autre chose, on va plutôt essayer d'étudier. Voilà. On va continuer en dimension 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est étudier. Imaginons une base libre 1 inférieur à P1 qui est inférieur à P2. Une base libre. On les prend les deux supérieurs à 1. Pourquoi on les prend les deux supérieurs à 1 c'est P1 et P2. On va dire même on les prend P1 et P2. On prend P1 P2. On les prendra dans quoi? On les prendra en R pour l'instant. Dans R. R plus étoile.
On peut les prendre supérieurs à 1 parce que sinon pour la inverse ça reviendra même. On peut les prendre supérieurs à 1, P1, P2, appartenant à plus étoile. On les prend libres. Donc on voit que ça c'est une base libre. Donc il n'existe pas x, y appartenant à z tel que P1 puissance x est égal à P2 puissance y z étoile. Donc le donne. Vous voyez que ça n'existe pas. P1, P2. Donc on va prendre une base P1, P2, donc c'est pareil que le 3, mais sauf que c'est P1, P2 appartenant à R plus étoile. On pense qu'on veut. Là on va se poser la question donc densité ou pas. Il faut comprendre que R c'est archimédien. Il faut passer là-dessus, dès là, on va partir là-dessus. C'est-à-dire que si on prend x 1 inférieur à par x, on va dire a. 1 inférieur à appartenant à R. Par a appartenant à 1 inférieur à 1. Et on prend soit inférieur à A qui est inférieur à B. Imaginons. Il existera K tel que A puissance K sera inférieur à B et sera inférieur à A puissance K plus 1. Avec un inférieur ou égal qu'on peut mettre là ou là. Il faut savoir, ça dépend ou nulle part. En fonction de ce qu'on préfère. Si on considère, imaginons, je peux dire, je mets l'inférieur ou égal ici. Je dis, il existe K tel que A puissance K est inférieur à B qui est inférieur à A puissance K plus 1. Mais si par contre je préfère ici l'inférieur ou égal, je le mets là. C'est vrai aussi, mais c'est pas le même cas par contre. Si je le mets là, on n'aura pas le même cas, enfin pas forcément. Et il faudra choisir un des deux. C'est chiant, c'est l'inférieur ou égal d'ailleurs, il faut les choisir, c'est sur le connerie. Mais là on a une famille libre, donc P1, P2, A puissance K est égal à B, on est d'accord, ça signifierait qu'il y a une liaison, et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc on peut ainsi considérer, ça c'est une propriété, donc on appelle la propriété archimédienne, mais au niveau de archimédienne, mais pour la multiplication de R. Parce que archimédien qu'on y pense, c'est tout le temps pour l'addition qu'on définit souvent. Là c'est la propriété archimédienne, donc pour la multiplication de R c'est la même, bon. C'est-à-dire que tôt ou tard, quel que soit le nombre, on peut faire une puissance qui soit plus grande. Ça signifie que les puissances des nombres, elles ne sont pas majorées. Hein. Quand c'est supérieur à la puissance de R, bon, et c'est tout. Alors, si on prend P1, P2, on va faire pareil mais à l'inverse. On va dire P2, ce qu'on aimerait, c'est... imaginons, bon, ben là on a le pareil. Bon, P1, imaginons on a le P1 puissance K qui est inférieur à P2, qui est inférieur à P2 puissance, qui est inférieur à P1 puissance K plus 1. C'est ce qu'on va choisir. On va choisir comme ça, là. On a P1, on prend le premier P1 qui est inférieur à K plus 1. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que l'on souhaiterait, nous, c'est créer une suite de nombres générés par P1 et P2. Donc la base P1 et P2, elle va générer on souhaite générer une suite de nombres, tous distincts, qui tend vers 1. Alors, en faisant un truc comme ça, là, en choisissant ça des propriétés archimédiennes, on peut essayer de créer une suite de nombres tous distincts, et qui soient minorés par 1, et qui soient donc décroissantes. Il faut des décroissantes et minorées par 1. Une fois qu'on a cette suite AN qui est décroissante et qui est minorée par 1, à la limite, si elle tend pas vers 1, on pourra prendre AN puissance sur AN, qui d'ailleurs n'est pas forcément minoré par 1. Et si on prend AN plus 1 qui est inférieur à AN, bon on verra ça, je peux l'avoir d'abord, mais je ne sais pas comment sûr d'ailleurs. On fera AN sur AN plus 1, ça on s'attend vers, si on prend AN, c'est un truc que je trouve bizarre, hein. On pense à un truc qui... Ouais, c'est étrange cette propriété. Ouais, non, c'est pas sûr. Bon, en tous les cas, bon, on va essayer de le faire quand même, pour rigoler. Là, je viens de penser à autre chose, mais c'est drôle. P1, P2, P1, K plus 1. Alors, qu'est-ce que je souhaitais faire là? P1, P2, P2, K plus 1, P1, P1. Donc, je vais faire un qui divise par 1. Alors, en fait, on les divise tous par P1 sur K. Hein, donc, 1 et faire un P2 sur P1 sur K. C'est naturel, hein, qui est inférieur à P1. D'accord, donc il est inférieur à P2. Le premier est naturel, on est d'accord. Excusez-moi pour la digression, vous avez dû rien comprendre, mais c'est pas grave. P2 sur P1, P1 quoi? P1 puissance K, c'est une puissance. P2 sur P1 puissance K, inférieur à P1, qui est inférieur à P2, qui est 1, enfin, tout ça c'est des stricts. On est d'accord, ils sont stricts. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur.
Et là, bon, on est d'accord, ce qu'on vient de faire, bon, on peut le refaire. Hein. On peut le refaire, mais on peut le refaire, on peut le refaire. Ouais, il y a une condition de la récurrence quand même qu'on le refait, c'est tout le temps vérifier que c'est bien libre. Parce que là, on avait utilisé que c'était libre. Donc faut vérifier que ça c'est libre. Tout le temps, il faut vérifier la récurrence. Est-ce que c'est libre celui-là? Oui, ils sont distincts, hein, ça ne suffit pas pour montrer que c'est libre. On ne peut pas créer une famille où ils sont tous libres, c'est pas possible. Mais libre 2 à 2, c'est possible. 2 à 2. C'est les deux là qu'on veut qu'ils soient libres. Pour l'instant, ces deux sont libres, parce que là il y a P2, celui-là il y a P2, là il n'y a pas P2. Là. Ils sont libres. Et un jour on le refait. On le refait donc P2 sur P1 puissance K. Puissance, on va dire J aussi. Qui est inférieur à P1. À P2. P1 puissance K. Puissance J plus 1. Quand on divise par PJ, par P2 sur P1 puissance K, on divise tout par. Donc on obtient 1 P1 sur. Divise par ça aussi. Sur P2 puissance J. Et là par contre on met P1 puissance K. Pour ça, et là on met P2 sur P1 puissance K. Bon, on a ça. Celui-là, donc, qui était celui-là, donc, qui est donc inférieur à P1, qui est inférieur à P2. Ah, non. Maintenant, est-ce que celui-là et celui-là sont libres? Ah, c'est moins évident, là, déjà. Parce que là, il y a P1 et P2, et là, il y a P1 et P2. Mais c'est quand même de l'ombre, dans le sens... Là, tu fais remonter les P1 ici, les P2 là. Toi, si c'était lié, que celui-là était lié... Bon, en tout cas, on devrait pouvoir y arriver. Hein. Là, j'ai un peu la flemme de faire les calculs. Et après, imaginons on a une suite comme ça. Bon, ils sont tous distincts, ils tendent vers... Ils semblent tendre vers un, ils sont minorés. Bon, ils tendent pas vers un. En tout cas, imaginons ça tend vers une limite. Ça tend vers une limite L. Alors, on peut penser, alors si on prend un n plus 1, alors la suite an sur an plus 1, qui est donc une suite qui est plus grande que 1, et qui est donc minorée, majorée par an sur an plus 1, elle est plus grande que 1. Elle est majorée par quoi? Elle n'est pas décroissante forcément, elle est variable. Ouais, bon, en tous les cas, on terminera ça une autre fois. J'aime pas le terminer ce terme, ça me fait rigoler. Et on va dire que c'est dense. Imaginons que vous arrivez à terminer le théorème, là. Vous démontrez que c'est dense. On va le mettre là, on va le mettre ici. Parce que ça commence à être un peu long, là, c'est 46 minutes. Certain que vous pourrez y arriver vous-même. Faut démontrer que c'est dense ce truc-là. Avec 2, 3, B1, P1, P2. Maintenant, on va se dire, on va essayer de faire pareil, mais plus dans R, mais dans C alors. Parce que R, bon, c'est facile. On a vu, c'est facile. J'ai pas réussi, mais c'est facile. Donc, on va essayer de faire pareil, mais dans C. Dans C, on va dire, on prend 1. On prend. Les bases qu'on va prendre, c'est donc. P1, P2, 1, 2, 3, enfin P1, on va dire 2, hein, et c'est bien. 2, c'est plus lisible. 2, puissance exponentielle I, et 3, exponentielle I aussi. Exponentielle I, 2, 3, donc là on va dire, là c'est 2 exponentielle I, et là on va faire 3 exponentielle I. Alors, là c'est B1, là c'est B2. Donc le nombre qu'on aura ici, là c'est 4 exponentielle de I. Et là c'est 9 exponentielle de I. Alors les nombres qu'on a, ce que c'est dans la pyramide, c'est le nombre complexe. Avec exponentielle I, qui est tout simplement, bon, cosinus 1 plus I sinus 1.
Donc quand on prend notre cercle complexe et qu'il est là, on va dire qu'il est à peu près ici, exponentielle I. Il est à peu près là parce que c'est un nombre particulier. Exponentielle I, c'est un nombre particulier qui fait que quand on le multiplie par lui-même, il tourne. C'est un nombre qui tourne. Il se met là, puis il arrivera ici. Et le problème, c'est qu'en fait, il tournera, il arrivera plutôt là, je vois. Puis il tournera, mais il ne tombera jamais sur lui. Il ne retombera jamais sur lui-même. Il ne retombera jamais sur lui-même comme un chat qui ne retombe pas sur lui-même. Et c'est l'exponentielle I qui va tourner, il ne va pas retomber sur lui-même. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'avec ça, avec ces deux bases, est-ce qu'on pourra faire un truc qui soit valable au sens pyramidal, dans le sens qui respecte Archimède des conneries, qui respecte les lois de la pyramide, et est-ce qu'on pourra faire un truc dense? On va vérifier ça tout de suite. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par pyramide? Qu'est-ce qui fait qu'on définit une pyramide avec cette droite là, le truc qui monte? Ça c'est la valeur. On peut considérer que pour la droite, pour la valeur, pour le truc, on peut prendre simplement le module, il n'y a pas autre chose que ça. Que le truc, l'exponentielle I qui est là, bon, c'est pour la farce à la limite. C'est pour faire tourner le Ligue. Et donc pour ce truc-là, on va dire que c'est quoi? Le truc qui monte là. On peut prendre le module par exemple. Et le module, alors exponentielle, le module, bah, c'est 2, 4, c'est le même que d'habitude. Bon, déjà c'est pas drôle. Donc on peut dire déjà pyramidalement, bon, on peut faire une pyramide, au moins, si on classe seulement par module, oui, ça a du sens. Hein. On va dire, le truc là, il est juste là pour la farce. Sauf que bon, il n'est pas là pour la farce quand même, il tourne. Et il tourne, mais... alors après, la question qu'on va se poser... qu'est-ce qu'on peut se poser d'autre? On peut se poser l'espace solution, alors. L'espace solution. L'espace solution de quoi? Je sais plus. Bon, ce qu'on va dire, c'est qu'on va essayer de prendre un nombre complexe donné. Là, il est là. Il s'appelle lambda exponentielle I θ. On va essayer de faire un truc, voir si on peut trouver quelque chose pas loin. Lambda exponentielle I θ, bon. Lambda exponentielle I θ. C'est un problème. C'est pas le même lambda, c'est exponentielle I θ. On va dire, on va pas aller si loin parce que ça semble déjà un peu complexe. Déjà, on va essayer de viser exponentielle I θ. Exponentielle I θ. C'est qu'on va aller chercher. Mais sauf que I θ, le θ là, il nous emmerde. Donc on va prendre déjà l'exponentielle IK. On va déjà chercher exponentielle IK. Exponentielle IK, il est plus simple à trouver. Exponentielle IK, bon, on prend l'exponentielle I. On le fait 4 fois. On tourne 4 fois, on tombe sur l'exponentielle IK. Exponentielle IK, de l'autre côté, on peut l'avoir par B1 puissance K, d'accord? B1 puissance K, ou sinon par B2 puissance K. On est d'accord. Ce qu'on aimerait, c'est savoir quels sont tous les nombres qu'on peut définir tels que B1 par B1 et B2. Quels sont tous les nombres qu'on peut définir avec les bases B1 et B2 qui ont pour argument K. Quels sont tous ces nombres? On va les chercher tout de suite. On va faire ça tout de suite, on sera là. Alors, on va chercher ces nombres-là. Alors, B1, imaginons B1 puissance X, qui est point B2 puissance Y, qui est égal à 2 puissance I, 3 puissance J, exponentielle Y. C'est ça qu'on cherche, hein. Il y a peut-être quelques étapes qui manquent, mais bon, c'est ça, vous avez compris. B1 puissance X, B2 puissance Y, 2 puissance I, 3 puissance I. Ce qui fait donc 2 exponentielle I, 2x exponentielle IX, 3y exponentielle IY, égale à 2 puissance I, 3 puissance J, exponentielle IK. C'est ça qu'on cherche. On repart sur argument module, pour y arriver, pam. D'un côté, on a x plus y, qui est donc égal à k module de pi. De l'autre côté, on a 2 puissance x, 3 puissance y, qui est donc égal à 2 puissance i, 3 puissance j. Ah, on ne pourra pas faire autrement avec les complexes, hein, c'est un truc comme ça. Alors le 2pi, là, le module 2pi, on est d'accord, on l'aime bien. Mais si ça c'est des entiers, ça c'est des entiers, ça va pas marcher. Hein. X plus y, ça appartient à z, k ça appartient à z, parce que c'est comme ça qu'on les choisit ici. Hein. Et même k on le prend dans n, bon c'est autre chose. Et donc le 2pi, là, il faut l'oublier. Vous n'avez pas trouvé deux entiers, même dans le même relatif, qui sont distants de 2pi. Hein.
faut pas trop rêver, donc ça vous le verrez déjà. Donc on va chercher x plus y qui est égal à k. X plus y égale k. Et donc on va chercher x plus y égale k, de l'autre côté on a 2x, 3y. Et donc ce qu'on peut dire, c'est bon, on peut dire 2x, point 3 k moins x est égal à 2 puissance i, 3 puissance j. C'est ça qu'on cherche. Donc on cherche les 2x, 3 k moins x est égal à 2i, 3 puissance j. Et donc l'espace solution qu'on cherche en fait, qui sont générés, c'est en fait l'espace solution où pour ordonner à la x, pour tous les x, de l'autre côté on a k moins x, avec k donné. Hein. On est d'accord que ça, bon, c'est l'espace solution, comment dire, c'est unidimensionnel, hein, c'est une droite aussi. Hein. Enfin, c'est pareil, c'est une droite. Donc dans notre pyramide, et d'ailleurs c'est pas la même droite que tout à l'heure. Si on voulait on la dessine, mais c'est la droite qui y est égal à k moins x, c'est pas plus compliqué que ça. Y est égal à k moins x. Donc si on prend un truc comme ça, là, y qui est là, qui est égal à k moins x, donc c'est une pente en moins 1, on prend un k, x égale 0, y égale k. C'est un truc comme ça, c'est y égale k. Donc si je prends mon 1 là, mon 2, tout ça, 3, j'aimerais l'ensemble des... si je prends une pyramide, je vais faire ça bien. Si je prends 1, 2, 4, 8, là j'ai 3, là j'ai 9. Je vais choisir un k, donné. Là, on va dire là c'est 0, là c'est 1, 2, 3, parce que 2 puissance 3 est égal à 8. Imaginons k c'est 4 par exemple, on va prendre 4. Cette idée là. On prend 4 ici, là. On trace une droite comme ça. On va tracer avec un autre stylo. On va tracer. Un truc comme ça. Hop. C'est une droite qu'on la trace comme ça. T'as 6, t'as 12. Et cet ensemble de solutions, donc là, tu auras 16, tu auras 24. Et là, tu auras quoi là? Tu auras 12. Tu auras 36. C'est un espace solution qui définit des solutions. Et ces nombres de solutions, de l'autre côté, ils conviendront. Quand on rajoute là, les exponentielles du cas. Bon, on va vérifier ça tout de suite. De l'autre côté, donc on a 16. Parce qu'il faut comprendre que je parle vite, ça se fait tout ce mélange, il faut comprendre de quoi je parle. Donc si on prend 2 exponentielles k, là on avait... Et en fait, quand on y pense, pour le exponentiel i, là c'est donc 2 exponentielles i, 2 exponentielles 2i, exponentielle 3i, on avait un exponentielle 4i, on est d'accord? Et là on avait 3 exponentielles i. Et là quand on y pense, c'est exponentielle 2i, on est d'accord? Qui se somme, exponentielle 3i, donc 2, 1, 2, ouais c'est ça, exponentielle 3i, exponentielle 4i. D'accord, ça se somme. Parce que là il se somme, vous êtes d'accord? Et là on a encore exponentielle 4i. Donc c'est logique, c'est bien ce qu'on a fait, c'est bien ce qui sort. Parce que quand on les fait là, les exponentielles, on va voir que c'est ce qui se passe, qu'on les rajoute. Alors on pourra dire, bon déjà, si on a un espace solution qui est une droite, tout à l'heure si on avait peut-être un espace dense, ça reste encore à démontrer, on n'était pas loin. Là, avec juste une droite solution, on aura du mal à faire un espace dense avec ça. Hein. Si tu as que des... pour une valeur donnée, en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on se prend un angle, on se prend un exponentiel IK, c'est celui-là, on vise dans cet angle-là, et on va voir tous les modules qu'on peut faire. Et tous les modules qu'on peut faire, ils sont définis par ça. Hein. C'est des nombres. 16, 24, 36... Donc ça crée des valeurs, c'est-à-dire que j'ai cette droite qui est là, après cette droite qui est là, voilà. Et c'est assez quantique, donc c'est pas dense. C'est par pas, c'est par palier, c'est par quantique, donc c'est pas bon. Si on remplace exponentielle i là comme un autre, comme un exponentiel ki par exemple, là on met exponentielle i et là exponentielle ki, ou sinon ou on en met deux différents exponentiels. Pardon. Est-ce qu'on pourrait y arriver? Probablement que non, on arriverait à un truc un peu similaire. Après ça reste à démontrer. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire en 3 dimensions. Bon. Exponentielle 2 exponentielles i, 3 exponentielles i, 5 exponentielles i on va faire. Pour voir, hein, on en met 3. Celui-là on va le mettre là. Pour faire C. Donc on va partir du 1.
2 exponentielle i, 3 exponentielle i, et là on va rajouter 5 exponentielle i. On va donc faire une pyramide en 3 dimensions. Un truc comme ça, quoi. Un truc des Mexicains. Et 2, 1, 2, 3, 5. Donc on va faire une pyramide 3 dimensions. Qu'est-ce qu'on pourra surtout dire? 1, 2, 4, bon, on peut faire les mêmes calculs que tout à l'heure. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on imagine à peu près qu'on va trouver une solution un peu similaire. Bon, on va les faire, enfin c'est vous qui les allez faire parce que c'est vous les étudiants, hein, et c'est qu'à vous de bosser. Bon, vous allez trouver un hyperplan solution, on est d'accord, on n'est pas débiles. Sauf que ce coup-ci, l'hyperplan solution, que vous allez trouver, c'est un hyperplan. C'est un truc de double dimensionnel. Or, grâce au théorème de Batman qui a été démontré en 2018, le Rottenfeiger a fait un théorème de Batman, mais applicable simplement aux pyramides, mais au simplex. Il n'a pas fait le vrai théorème de Batman applicable parce qu'il y a 2 théorèmes de Batman, c'est pas les mêmes. Il y a un théorème de Batman dit de la pêche à la ligne qui avait démontré que vous allez démontrer une équivalence entre l'hyperplan de cette merde à la con. Vous allez trouver un hyperplan en solution. Et vous allez démontrer l'équivalence de l'hyperplan avec quoi? Avec un espace similaire mais à 2 dimensions 2. Ce ne sera pas 2, 3. On fera les calculs précisément une autre fois, sinon vous les faites, vous y arriverez. Et donc, vous allez trouver un hyperplan solution qui sera équivalent donc à une pyramide de dimension 2. Et donc, cette pyramide de dimension 2, mais avec aussi avec tout le monde, je veux dire, pas seulement une droite, vous aurez une densité dans l'air. Donc, avec ça, vous aurez une densité des modules. Donc avec 3 dimensions, 2, 3, 5, ça peut être autre chose tant que c'est libre, 3 dimensions. Je pense, je crois, j'ai pas fait les calculs, mais il me semble intuitivement, peut-être que je le ferai une autre fois là, parce que là c'est un peu tard. Il me semble intuitivement qu'avec 3 dimensions comme ça, on peut faire une densité des modules. Ce qui fait densité des modules, ça signifie que là, c'est vraiment en C. Avec 3 dimensions comme ça, théoriquement, on a densité dans C. À vérifier quand même, hein, parce que je n'ai pas fait les calculs non plus. Hein. Par contre, j'essaierai de les faire l'autre jour. Je reprends seulement, ça fait 2 ans que j'ai pas vraiment fait ces trucs-là. Donc je reprends seulement, mais c'est assez clair dans ma tête. Je vais essayer. Après, par contre, je compte les faire, les calculs. Je vous dis les faire, vous pouvez les faire, mais moi je vais les faire aussi. Hein. Donc pour l'instant, je pense que là, 3 dimensions, on aura un espace solution, là, le même que celui-là, mais qui sera un hyperplan. Vous comprendrez que c'est un peu chiant à faire, j'ai un peu la flemme, mais bon, je ferai ça un autre jour. Et je crois qu'on peut y arriver, ça. Et après, densité. Grâce au théorème de Batman. Par contre, il faudra démontrer le théorème de Batman, mais sérieusement, parce que l'autre coup, il avait fait un pêche à la ligne. Il faudra le montrer rigoureusement. C'est un théorème important. C'est un théorème de transformation. Qui va démontrer que tu auras une forme d'équivalence. Et on va faire plus tard. Allez, plus tard.